Depuis que j'ai commencé à être enseignant d'éducation physique, je me suis posé la question de pourquoi les élèves qui sont en face de moi, finalement, ils bougent ou ils ne bougent pas. Pourquoi j'arrive parfois à les mettre en activité facilement. Pourquoi j'arrive à obtenir d'eux des répétitions, de l'engagement physique, des sourires, voilà, ces indicateurs-là. Et j'ai essayé de transformer ça progressivement en intégrant un groupe ressources, un groupe pédagogique, un groupe de réflexion qui s'appelle le groupe Plaisir de l'AEPS, dans lequel j'ai travaillé pendant une dizaine d'années. C'est un engagement associatif à côté du travail. Et puis c'est aussi pour ça que j'ai poursuivi dans le travail de recherche pour aller encore un petit peu plus loin dans la réflexion liée à ces aspects-là. Et donc, je termine. Si vous voulez retrouver beaucoup de bistrots pédagogiques tels qu'on est en train de le vivre là en fait, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de l'AEPS, notamment l'AEPS Île-de-France, mais pas que, il y a plusieurs régionales, notamment la régionale de Lille, que j'anime. Donc voilà, ça me fait plaisir de brosser ce petit bout de parcours. Et aujourd'hui, quand Aurélien m'a dit est-ce que tu veux faire un petit truc la veille, je lui ai dit évidemment, sans problème. Et ce que je vais vous présenter, c'est, je l'ai retravaillé un petit peu, mais je l'ai présenté aux Journées Jean Zorro, qui se sont déroulées en octobre à l'université de Bobigny, en région parisienne, où avec mon collègue Jérôme Guignot, on a pu présenter ce travail-là. Et donc ce que je vais faire ce soir, en fait, vous pouvez pratiquement le retrouver sur la chaîne YouTube dont je vous parle. Donc la thématique qui me tenait à cœur, c'est l'idée des traces affectives positives. Comment, en tant qu'enseignant d'éducation physique, pourquoi et comment on laisse des traces affectives positives à chaque élève? Vous avez tous ici peut-être, je ne sais pas, je pose la question, le souvenir soit d'un enseignant d'éducation physique qui a marqué votre trajectoire, soit un moment d'éducation physique ou de sport, ou d'activité physique en général, qui vous a particulièrement marqué. Et en fait, d'un point de vue scientifique, dans la littérature, tous les éléments montrent que le plaisir de pratiquer est le principal prédicteur d'une activité physique future. Si je le résume, si on arrive à laisser des traces positives à nos élèves, on s'assure un peu plus qu'ils pratiqueront une activité physique de manière durable. D'accord? Ça, c'est l'état de la littérature. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de percevoir les leviers qui nous amènent à construire ça. Ce qui n'est pas simple. Pourquoi c'est pas simple? Parce que chaque personne est singulière. Parce que toi, ce qui te fait plaisir dans une activité physique, c'est pas ce qui te fait plaisir à toi. Qu'il y a une singularité de l'individu qui est permanente. Et quand on a 30 élèves, ça veut dire qu'on a 30 personnes différentes. Donc c'est compliqué, c'est complexe. Il y a des dynamiques de groupe aussi qui sont complètement différentes. Quand on est dans la classe A, c'est pas la même chose que quand on est dans la classe B. Et donc les leviers vont être différents. Les environnements sont différents en fait. Si je travaille dans une belle salle de sport ici en bas, ou si je travaille dans un gymnase un peu pourri, c'est pas la même qualité en fait qu'on peut produire, etc., etc. Et donc cette complexité des facteurs, moi je prétends pas la résoudre à travers une heure d'intervention, mais je vais essayer de vous montrer qu'il y a quelques leviers. Moi j'aime bien appeler ça les cordes sensibles ou les cordes de la sensibilité, en disant que voilà, si on tire sur certaines cordes, parfois ça répond, parfois ça répond pas, mais au moins on aura essayé. Et puis surtout si on a tiré sur une corde et que ça répond pas, on a peut-être un autre levier à actionner. Et c'est aussi une manière de nous sensibiliser tous à cette problématique des traces affectives et du plaisir qu'on a à pratiquer dans les cours d'éducation physique. T'as bougé aujourd'hui? Non, maman, je suis au téléphone là. Tu veux pas t'inscrire à un sport? À quoi? Un sport. Non, ça va. Du tennis? Non. Du foot? Non.
Du skate avec tes potes? Non, merci. Le volleyball. Des claquettes. Gym. Ah ouais? C'est vrai? Bah non. Faut que tu bouges là. Hein. Quoi? Quoi? J'aimerais bien que tu bouges là. Voilà. Et la natation? Dans l'eau? Bah ouais, dans l'eau. Bah non. Oh, je sais, le hula hoop. C'est génial. Non. Non. Vous n'allez pas vous décourager. Faire bouger les ados, c'est... Donc ça résume. Ouais, j'aime bien cette vidéo, je la passe souvent à mes étudiants, puis là, voilà, c'est... parce qu'elle est assez proche finalement de cette idée que chez les jeunes, il y a une sédentarité qui s'installe. Et je voudrais juste attirer votre attention sur un truc, c'est que, encore une fois, la littérature scientifique, elle montre que finalement, cette sédentarité, cette envie de ne pas bouger ou de moins bouger, elle n'est pas présente en permanence en fait, chez nos élèves. En gros, au primaire, au fondamental chez nous, ça bouge plutôt. Ça bouge. En début de collège, chez nous en France, secondaire chez nous, ça bouge encore un peu. Et puis il y a cette phase-là, vers 13-14 ans, jusqu'à 16 ans, qui est une phase où l'envie de ne pas bouger surpasse celle de se mettre en activité physique. Vous voyez? On appelle ça les étapes de transition de vie dans la littérature. Et c'est à ces moments-là que vous avez une mission qui est super importante. C'est ces moments-là qui sont déterminants en fait. Parce que si on arrive à préserver un certain niveau d'activité physique, un plaisir de pratiquer dans cette tranche, on a passé un peu ce moment difficile, vous voyez, et là on peut avoir des espoirs pour ce qui va se passer ensuite. Et on le voit, c'est pas qu'en éducation physique, ce que je vous dis, c'est partout dans les clubs. Enfin voilà, il y a ce moment de désengagement, parce qu'en fait, c'est les travaux de Boris Chuval, en fait, en France, qui travaille énormément là-dessus. Il appelle ça un peu le complexe du paresseux, si vous voulez, où cette envie de ne pas bouger et de ne pas faire d'efforts physiques, elle va venir surpasser le bénéfice que procure l'activité physique. Donc nous, à ces moments-là, on doit être ultra fort en tant que prof de PS. Donc voilà pourquoi je vous ai montré ça, pour poser un peu cette problématique, ce qui ne veut pas dire que la problématique ne se pose pas à tous les âges. À tous les âges, il y a de la sédentarité, on est d'accord. Mais spécifiquement dans cette tranche-là, nous on a un rôle qui est surdéterminant, et ça c'est valable en France, en Belgique, et dans tous les pays occidentaux en réalité. Et donc, il y a des rapports qui sont sortis. Nous, en France, on a un rapport qui s'appelle le rapport France Stratégie. C'est comme un audit, si vous voulez, qui a montré qu'il y avait plusieurs catégories, en fait, dans les pratiquants à l'âge adulte. En haut, on a les mobilisés. Sur la droite, on a les entravés, puis on a les volontaires. En gros, les mobilisés, ce sont les adultes qui pratiquent une activité physique durable. Et eux, ce qu'ils racontent, c'est qu'ils pratiquent une activité durable parce qu'ils ont des souvenirs d'activité physique positifs. C'est ça ce qui se passe. Les volontaires, on pourrait aussi appeler des hygiénistes. C'est ceux qui pratiquent de l'activité à l'âge adulte pour la santé. Vous voyez, moi je le fais parfois, la demi-heure de footing que j'appelle mon brossage de dents. Vous voyez, c'est le truc que je m'oblige à faire pour garder un minimum d'activité physique. En fait, ça montre bien que ces gens-là, c'est une motivation extrinsèque qui vient de l'extérieur en fait, et donc eux ils arrêtent très rapidement l'activité. Et ils n'ont pas particulièrement de souvenirs ni positifs ni négatifs de l'activité physique. Et puis on a les entravés, eux c'est ceux qui déclarent avoir des souvenirs négatifs de l'activité physique. Et eux c'est ceux qui pratiquent le moins. C'est, en gros, ce rapport il nous dit quoi? Si vous faites vivre des expériences négatives aux élèves dans les clubs de sport, dans les associations sportives ou dans les cours de PS, vous construisez les futurs sédentaires de demain. Je vous fais court. Et il y a même dans ce rapport des phrases qui sont assez incroyables, où les gens disent bah, moi, j'avais qu'une seule envie, c'était que le cours de PS s'arrête. Oui, mais c'est quasiment une détestation du cours d'éducation physique. Quoi. Et vous en avez, je suis sur les élèves aussi, parfois dans les classes qui sont
dans cette attitude, dans ce rejet en fait de l'éducation physique et de l'activité physique. Donc là, on a vraiment un gros travail à faire pour renouer, pour les faire renouer en fait avec un moment plaisant dans l'activité physique, si petit soit-il. Et donc, je reviens sur ce que je dis, ce qu'on doit faire, c'est installer des traces positives. Voilà, tous les travaux montrent que le plaisir est prédicteur d'une activité physique à long terme. Et que, du coup, derrière, il y a plein de bénéfices. Je ne vais pas faire 1 heure sur les bénéfices de l'activité physique, tout le monde les connaît en fait. Il y a des bénéfices sur les performances scolaires, notamment en mathématiques. Je ne vais pas développer, mais je pourrais vous renvoyer à certains travaux. Il y a des bénéfices liés à la confiance en soi et à l'estime de soi, à la conscience de soi en fait. Il y a des bénéfices en lien avec le sentiment d'autodétermination, d'auto-efficacité. Donc voilà, il n'y a pas de débat, si vous voulez, sur le fait que c'est bon de faire de l'activité physique et de le faire de manière plaisante. Et donc, nous, on a un énorme rôle à jouer. Il y a un courant qui s'est développé dans les pays occidentaux, qui a apporté une grande importance au fait d'offrir des opportunités d'activité physique, avec du plaisir évidemment, c'est le courant de la littératie physique. Alors, je vous en parle, pourquoi? Parce que, en plus, je sais que les nouveaux programmes d'éducation physique belges, francophones, notamment ceux auxquels François Poul a pu participer, parce que j'ai longuement discuté avec lui de ça, s'appuient en fait sur ce mouvement de la littératie physique, qui est un mot un petit peu barbare en fait, mais qui veut dire simplement quoi? On peut mesurer chez quelqu'un, si vous voulez, par des tests, d'accord, qui ne sont pas uniquement des tests physiques, si on a un niveau de littératie physique. Quelle est la différence entre une personne qui, après le travail, va décider de mettre ses baskets et d'aller faire son petit footing, ou alors qui a pris son vélo et qui va décider de faire le trajet entre son travail et sa maison par une mobilité douce, et puis la personne qui, une fois rentrée chez elle, va être aspirée par le canapé. C'est ça le niveau de littératie physique. Ces deux personnes-là, elles n'ont pas le même niveau de littératie physique. Et donc, nous, ce qu'on va essayer de faire en éducation physique, en réalité, c'est de faire en sorte d'augmenter le niveau de littératie physique des enfants pour qu'ils aient envie de pratiquer à l'école, mais aussi en dehors de l'école, et aussi ailleurs et plus tard dans leur vie. Donc voilà, nous, l'idée, c'est de se concentrer sur l'environnement scolaire, parce qu'on est prof d'éducation physique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, par exemple, dans les programmes, il me semble, en tout cas dans ce qu'a développé François, il y a même un moment où les équipes EPS peuvent choisir pas un chapitre, mais une option sur les mobilités, sur ce genre de choses. Vous voyez, ça, c'est la littératie physique, en fait. C'est de là que ça vient. Donc ça a été développé prioritairement dans les pays scandinaves, qui ont des résultats extraordinaires de ce point de vue-là, et aussi au Canada. Donc, j'en arrive à la problématique centrale qui est l'engagement, finalement. Comment on va faire pour que les élèves s'engagent? Et s'engager, c'est quoi? C'est se mettre en mouvement, avec plaisir, et passer d'un effort contraint, finalement. Tu vas faire parce que sinon tu auras une mauvaise note, tu vas faire parce que sinon tu auras une punition, c'est ça l'effort contraint. Tu vas faire parce qu'en fait tu es obligé de le faire et tu es là pour ça. Voilà. À un effort qui est un effort volontaire. Vous voyez, je le fais parce que j'ai envie de le faire et que ça vient de moi en fait. Et je ne dis pas que c'est facile. Attention, je ne suis pas donneur de leçons, pas du tout. Mais l'idée, c'est ça. Dans notre métier, c'est d'essayer d'avoir en face de nous des élèves qui font des efforts plutôt volontaires et qui prennent du plaisir à faire ce qu'ils sont en train de faire. Ok? Donc on va essayer d'aller un peu plus maintenant dans quels sont les leviers en fait. Quels sont les leviers que nous, on a pu identifier notamment avec le groupe plaisir de l'AEPS. On a identifié un certain nombre de pistes pédagogiques et ces pistes, elles sont regroupées sous un concept, un nom qu'on a appelé la pédagogie de la mobilisation. Pourquoi mobilisation? On a voulu un mot qui soit différent de motivation.
La motivation est souvent associée à de la motivation extrinsèque. Vous avez tous peut-être connu ça en France. En France, en tout cas, il fonctionne beaucoup comme ça. C'est le système du bon point. Ah oui. Ouais, ça, c'est ce qu'on appelle le conditionnement opérant dans les théories de l'apprentissage, le behaviorisme, stimulus, réponse. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'expérimentation. Ok, boulette de viande, sonnerie, avec un petit animal. Boulette de viande, sonnerie, tu baves. Boulette de viande, sonnerie, tu baves. Et après, tu retires la boulette de viande, tu mets que la sonnerie et tu baves. C'est ça le conditionnement opérant. Et c'est le système de récompense qui vous fait fonctionner comme ça. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est sortir d'un système de récompense externe pour faire en sorte que le plaisir il vienne de l'individu et que le plaisir de pratiquer, et vous le ressentez, vous êtes tous des sportifs ou anciens sportifs, et vous avez tous déjà ressenti ce truc de je reviens de courir, ou je reviens de faire du sport, et j'ai cette sensation de bien-être qui est là. Et ça, c'est tout votre système en fait hormonal qui met ça en œuvre en réalité. Il est là le système aussi de récompense. Et ce truc-là, nous on l'a tous vécu, et c'est ce qui nous donne envie de retourner en fait faire l'activité. Ça est le bon souvenir qu'on a de l'activité. Donc ça, c'est des choses qu'il faut ancrer, systématiser, ritualiser chez les élèves si on veut former des gamins qui se bougent un petit peu en dehors de l'éducation physique. Donc les pistes sont les suivantes. On les a organisées souvent de plein de manières différentes, mais si je dois le faire assez vite en 3 cases, c'est un peu petit, on ne voit pas très bien, je suis désolé, c'est la première chose qu'on essaye de construire, c'est un peu ce qu'on est en train de faire là, c'est la relation. La relation. T'as pas fait trop le jeu de brise-glace, tout ça, là, on va bien après, c'est très bien. C'est finalement avoir une relation bienveillante et exigeante. C'est pas de la bienveillance qui coule là, de la guimauve, hein, c'est pas la question. Bienveillance et exigence, ou plutôt exigence et bienveillance, il n'y a pas de problème, mais ça part de là, si vous voulez, le fait de considérer l'individu qu'on a en face de soi, non pas directement comme un élève qui est là pour apprendre et qui est là pour lui dire ce qu'on veut qu'il fasse, mais devant nous, on a un enfant. On a un enfant qui se développe, qui a ses défauts, comme nous, et qui a ses qualités. Donc, tisser cette relation pédagogique positive avec lui, ça me paraît être la première pierre à poser. Et il y en a qui ont des enfants ici. Vous avez un? Il y a quelques-uns. Je ne dis pas que quand on en a pas, on ne peut pas comprendre, mais je pense que quand on a des enfants, on voit son métier de prof derrière de manière un peu différente. Voilà. Et personnellement, moi je me dis, j'ai une fille de 6 ans et un fils de 9 ans. Je suis devenu un meilleur prof quand j'ai eu des enfants. Pourtant, j'avais déjà conscience de ces aspects-là. Mais ça nous oblige à réfléchir parfois un peu différemment. Donc, c'est ça. La deuxième ligne, c'est une manière de concevoir les apprentissages et les progrès qu'on cherche à leur faire faire. Nous, on a une conception dans le groupe où on parle de boss et de creux, de boss et de manque. Je vous donne 2 exemples hyper concrets. Première forme de démarche où on va essayer d'identifier les manques de nos élèves. On leur fait faire une situation diagnostique, une situation de référence, on appelle ça comme ça. Et puis, une fois qu'ils l'ont faite, par rapport à l'objectif de départ que nous on donne, on va lister tout ce qu'ils ne savent pas faire. Tout ce qu'ils ne savent pas faire. Il ne sait pas faire ça, il ne sait pas faire ça, il ne sait pas faire ça, il ne sait pas faire ça. Ok? Et ensuite, la méthode, c'est simple, c'est venir combler les manques par des situations d'apprentissage, des activités pour qu'il acquiert les choses. Ça, c'est une première méthode pédagogique, si vous voulez, qui, je ne sais pas en Belgique, mais en tout cas en France, qui a été utilisée de manière vraiment, par beaucoup de collègues, et pas qu'en éducation physique. Et puis la deuxième méthode que nous on privilégie, peut-être qu'on a tort, je ne sais pas,
C'est une méthode où on va plutôt chercher à s'appuyer d'emblée sur ce que les élèves ils savent faire, pour ensuite essayer de construire quelque chose autour d'un déjà, de quelque chose qu'ils maîtrisent déjà à peu près. Je donne un exemple concret en basket, parce que Aurélien est un basketteur. On a un élève, on le met dans une situation de match de basket 3-3 sur le terrain dans le sens de la largeur, et on va s'apercevoir, par exemple, ça c'est ma situation de diagnostic, on va s'apercevoir qu'un élève, il ne sait pas dribbler. Ça c'est la pédagogie des manques. Pour remonter le terrain, il ne sait pas dribbler. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend le ballon à deux mains, il court avec le ballon, ou alors il essaye de dribbler, il s'arrête, il repart en dribble, en gros il fait des reprises de dribble à répétition. Pédagogie des manques, je vais te faire un atelier de dribble. Viens sur le côté, on va dribbler. Ok? Pédagogie de la mobilisation, on va te mettre une zone qui est la raquette et on va t'autoriser à traverser le terrain sans dribbler. Par contre, si tu te fais toucher par un adversaire, tu perds le ballon. Vous voyez, concrètement, là je suis descendu dans le gymnase, concrètement, c'est deux formes de pédagogie, deux formes de méthodes qui sont diamétralement opposées en réalité. D'un côté, on a une méthode qu'on appelle techniciste, voilà, la technique pour combler des manques, et de l'autre côté, on essaye de faire évoluer l'élève à partir de ce qu'il sait déjà faire. Alors, je n'ai pas terminé, parce que quand il arrive dans la raquette, il n'y a pas de défenseur, comme dans la balle au capitaine. Vous connaissez la balle au capitaine? Et là, je vais lui dire, attention, maintenant, pour aller marquer un panier, il n'y a plus de défenseur sur toi, tu dois accéder à la cible en maîtrisant ton dribble et en essayant de faire un tir avec la planche à 45. C'est sans défenseur. Vous voyez? Donc il y a deux méthodes qui sont vraiment en contraste. Et donc nous, on a développé ça dans un ouvrage qui s'appelle Plaisir en EPS et processus éducatif, qui date de 2014 déjà, ça fait un peu plus de 10 ans. Et toute la démarche que je vous explique là, elle est explicitée dans un ouvrage de, je sais pas, 200 pages, et dans une dizaine d'activités physiques et sportives. Si ça vous intéresse, il est toujours en téléchargement sur le site de l'AES. Et donc, à travers cette démarche, on va essayer de laisser des traces d'affect, des traces de progrès, et puis, un truc qui est très important, des traces de reconnaissance. Je te reconnais en tant qu'élève compétent. Mais c'est pas facile, parce que en fait, quand on fait un cours de PS, il y a plein d'élèves dans la classe, et parfois, c'est compliqué. Là, je vous ai mis une vidéo, on appelle ça de natation, de savoir nager. Donc, le collègue, en l'occurrence, qui est un ami, il a mis en place un système où il y a des élèves qui peuvent sauter tout seuls, donc entrer dans l'eau tout seul, il y en a d'autres peuvent s'aider de la perche pour sauter. Donc, il a mis quand même des éléments de différenciation pédagogique pour favoriser l'engagement de chacun. Et vous allez voir que sur la vidéo, c'est pas le cas. Donc, il y a des gamins qui sont super contents pour la fusée, on y va, puis on a d'autres. Malgré le fait qu'il y ait des aménagements où je peux sauter pour attraper la vidéo, malgré le collègue qui est là avec sa perche, il y a des enfants, non, ils ne s'engageront pas quand même en fait. Donc c'est ça que je vous dis aussi, c'est que ce que je vous explique, c'est que ce n'est pas miraculeux. En fait, c'est pas miraculeux ce qu'on fait. Nous, ce qu'on veut faire en tant que prof de PS, c'est simplement réunir les conditions favorables. En fait, si je reprends le langage interne, d'un côté, on a, c'est pour après l'entendre, d'un côté, on a des individus avec des déterminants intrinsèques qui ne peuvent pas bouger. C'est-à-dire que toi, tu ne pourras pas bouger fondamentalement pour rien. D'accord ? Par contre, les conditions qu'on va créer autour de toi, l'environnement d'un point de vue général, quand je dis environnement, c'est tout. C'est les règles du jeu, c'est le climat social, c'est le matériel,
Voilà, tout ça, nous, profs de PS, on peut le changer. Et en anglais, il y a un mot très bien pour expliquer ça, c'est le design. En gros, on va designer l'environnement, on doit être des designers. On va construire des environnements favorables. Par contre, c'est comme pour une plante, si vous voulez. On a beau lui mettre tout ce qu'on veut autour d'elle, il n'est pas sûr que ça marche à 100%. Donc, aussi, c'est un message à passer en disant soyez, ne vous mettez pas des coups de fouet quand vous réussissez pas. C'est dur, quoi. Je veux dire, on fait un métier hyper compliqué. Ceux qui ne sont pas enseignants ne peuvent pas comprendre ça, je pense. C'est cette complexité de l'humain qu'on a à gérer en permanence et qui fait que les recettes, parfois, qu'on a construites au fil d'années et d'années et d'années d'expérience professionnelle, et il y a des fois, elles ne marchent pas. Elles ne marchent pas. Et je pense que le bon enseignant, c'est celui qui est capable de reconnaître que ça peut marcher. Et éventuellement, de se questionner quand même autour et se dire, ok, pourquoi ce jour-là, ça n'a pas fonctionné. Donc, l'idée, c'est, première chose, comment on fait pour que les élèves ils éprouvent des traces positives. Alors, vous avez vu, j'ai mis une petite photo, c'est pas moi. J'aime bien ce truc du parachute, où finalement, on saute à deux, tandem, parce que c'est un peu ça le métier de prof, c'est vas-y, viens, je t'emmène, on va faire un truc de ouf, on va vivre une expérience incroyable, extraordinaire, on va essayer, mais en toute sécurité. Parce que moi, je suis là pour accompagner ton apprentissage et ton développement. Donc c'est fait, mais pas seulement. Donc l'idée que j'ai, moi, c'est comment on fait pour faire ça et pourquoi le faire. Alors, je ne sais pas, je connais pas assez le système éducatif belge pour compter le nombre de leçons de PS que lit un enfant quand il passe dans le système éducatif belge. Mais en France, dans le second degré, à partir du collège, donc le secondaire, ça fait à peu près 300 leçons d'éducation physique. Alors nous, on a des cours de 1h30, donc ça fait 300 fois 1h30. Okay, ce qui est beaucoup. Et moi, je me dis, en fait, qu'est-ce qu'on en fait de ces 300 leçons? Je sais pas, vous, amusez-vous là, parce que vous connaissez mieux que moi. Après, là, on va avoir une petite mousse, vous ferez le calcul. Mais je suis persuadé qu'il y en a quand même pas mal. Et en fait, moi, je me dis toujours, parce que j'entends ce discours-là parfois de certains collègues ou étudiants, ouais, on ne peut rien faire dans le temps d'accès à la classe. Parce que c'est trop court. Vous voyez, il y a parfois un peu défaitiste, que je peux comprendre. Mais si on arrive à prendre un peu de recul et qu'on se dit non, mais en fait, c'est sûr que si on prend les one-shots court par cours, c'est compliqué. Par contre, si on essaye de se dire, ok, nous, notre job, c'est au cours d'une scolarité fondamentale, secondaire pour nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on partage un projet commun sur le parcours de formation de l'élève qu'on a en face de soi? Ben là, ça ouvre des perspectives. Si on le voit 300 fois, c'est quand même gigantesque. Et on peut espérer quelque chose. D'où la nécessité, je pense, d'avoir des projets éducatifs partagés dans les équipes pour essayer d'aller un peu vers ça. Et donc, dans cette idée, c'est si on veut promouvoir l'activité physique en EPS, moi j'ai identifié 3 facteurs clés. C'est 1, la quantité de pratique. Il faut qu'un cours d'éducation physique, le temps moteur, le temps d'activité physique, il faut envoyer du papier. Il faut que ça bouge. Deuxième, c'est la qualité. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire gigoter les élèves, en fait. C'est-à-dire que oui, on doit bouger, mais on doit bouger vers un objectif d'apprentissage qui est intéressant du point de vue de l'élève. Là, si je reprends le basket, accéder à la cible avec un jeu orienté vers l'avant, à un certain niveau de pratique, ça me paraît être un élément qui peut susciter quelque chose d'intéressant. Et puis l'intensité, c'est l'intensité émotionnelle, qui doit être la plus aiguisée possible, si vous voulez. Ceux qui feront de l'acrosport demain avec moi, pour moi, on a un chercheur en France qui travaille en sciences de l'éducation, qui s'appelle Jean-Pierre Astolfi, peut-être que vous l'avez entendu, ce nom en formation initiale chez vous. Il parle d'un truc que j'aime bien, c'est la saveur des savoirs. La saveur des savoirs, ouais. Donc, tous les savoirs n'ont pas le même goût. Il y a des savoirs qui n'ont aucun goût, qui sont insipides pour les élèves, même pour nous. Par exemple, la roulade avant la gymnastique. J'en ai.
Mais il y a aussi d'autres savoirs qui ont une saveur incroyable. Moi, quand je vois des gamins qui mettent leurs 3 premiers paniers, quand le ballon rentre dans le cercle là, c'est incroyable en fait. Donc cette idée, par exemple, on en parlera de survaloriser certains éléments, nous on appelle ça amplifier, survaloriser, théâtraliser certains événements qui se déroulent au cours d'un match ou d'une situation pour lui donner sens. En fait, c'est ça notre job aussi. C'est le truc qui n'était pas forcément dingue, on le rend séduisant et extraordinaire. On essaye. Attention, je mets des bémols, on n'est pas des amuseurs non plus. D'accord ? Quand on le fait, c'est à des fins pédagogiques et didactiques. Ok ? C'est pas Walt Disney et on n'est pas là pour se déguiser. Et voilà. Et vous voyez, vous comprenez cette petite nuance. Et parfois, si on arrive à faire ça, là, l'expérience qui était marquante pour les élèves, elle devient mémorable pour longtemps. Et il y a un truc que je défends fort, c'est parfois on pense qu'il faut faire un grand projet pour qu'il y ait une expérience mémorable. Genre, on va faire l'île Ardelot en vélo pour que ce soit un truc incroyable avec ses élèves. Vous voyez, les grands projets de fin d'année, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire, attention. Mais moi, je préfère me dire stratégie des petits cailloux. Je vais faire une petite expérience marquante, plus une petite expérience marquante, plus une petite expérience marquante, plus une petite expérience marquante. Et avec ça, je vais faire un collier de perles. Et ça, je suis persuadé que c'est plus efficace que de faire la sortie de fin d'année. Parce que c'est ritualisé, c'est répété, c'est chaque semaine. Les travaux montrent une chose simple à faire dans les cours pour qu'il y ait une expérience marquante qui soit vécue. Donc ça, c'est des travaux, notamment de Maurice Cheval. D'accord ? Ces travaux, pour ceux qui font qui ont envie d'avoir les références, c'est des travaux autour d'un paradigme, d'un champ de théorie qui s'appelle la motivation hédoniste. Eux, ils ont fait plein d'expériences et ils ont montré un truc simple. C'est que quand on vit temporairement un temps de PS, d'accord ? Il n'est pas linéaire d'un point de vue des émotions qu'on ressent. C'est comme là, dans le débat qu'on a, il y a eu des moments où ils se sont endormis, ils ont eu envie d'aller boire une bière, et puis il y a eu des moments où ils se sont dit « Ah, c'est ça ce qu'il dit ». Vous voyez ? Et c'est pas plat, quoi, quand on fait un moment comme ça. Ouais. Et donc, ils ont montré 2 choses. C'est que pour qu'une expérience soit marquante, dans un cours d'éducation physique, il faut qu'il y ait des moments de pic émotionnel. Ça veut dire qu'en gros, dans votre cours, pas besoin de faire Walibi pendant 1 heure et 1 heure, il faut qu'il y ait un moment qui soit plus marquant que les autres. Voilà, exactement. Et ils ont montré qu'un des facteurs qui favorisait l'envie de revivre le cours ou un cours suivant, c'est d'avoir une fin heureuse. Une fin heureuse. Donc un pic émotionnel et une fin heureuse. Vous voyez ça? Si on a ça en tête, on se dit bah, mon cours d'éducation physique, il faut qu'il y ait ces 2 instants-là. Et il y a des pratiques qui ont bien compris ça. Est-ce que vous connaissez un peu le domaine du crossfit ici? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à la fin d'une leçon de crossfit? Il y a un truc spécial souvent qui se passe. Hein? Ouais, mais il y a une épreuve à la fin souvent. Et à la fin du WOD, il y a quoi souvent? Il y a ce qu'on appelle le finisher. Vous connaissez ça un petit peu? Non? Souvent, on fait le WOD, on s'échauffe, on fait le WOD, et à la fin du WOD, il y a un truc qui s'appelle finisher. En gros, c'est une épreuve hyper courte, hyper intense, souvent qui nous termine, ok? Mais attention, on s'adresse à des pratiquants qui ne sont pas nos élèves, hein. Ok, il faut replacer dans le contexte. Mais l'idée, c'est qu'ils ont bien compris ça, c'est que le cours, il doit se clôturer par un truc où l'expérience corporelle et émotionnelle qu'on vit, elle est folle. Et donc, en basket, si je reprends cette activité-là, nous, avec mon pote, là, Jérôme Guillot, on a fait une situation qu'on a appelée le buzzer beater, que tout le monde connaît en basket.
vous savez, ce panier qui est marqué sur le gong. Alors si c'est en plus un panier à 3 points et qui en plus il te fait gagner le match, frisette. Ok, là c'est finisher. Donc en fait, nous, comment on fait dans notre cours de PS pour que ce moment-là, il se produise? Ben, on peut en fait, parce que c'est nous qui gérons le match, qui gérons le temps, qui gérons tout. Donc en fait, on va s'arranger en tant que prof de PS pour que ce moment-là, il se produise en fait. Et on va le faire exprès. Ça ne doit pas être un coup de chance. Et presque ce moment-là, on va essayer de le ritualiser avec les élèves. Et ils vont l'attendre. Parce qu'ils savent que ce moment-là, c'est un moment qui peut faire basculer le match. Vous comprenez? Tous ces leviers-là, on les a, en fait, quand on est dans le gymnase avec les élèves. Il faut s'en saisir, c'est tout. Après, il faut avoir quelques idées un petit peu, voilà, pas farfelues, mais en tout cas, essayer parfois de déplacer un peu notre regard pour se dire que les émotions qu'on cherche à leur faire vivre, elles peuvent devenir à un moment donné des leviers pour les apprentissages. Et donc, petite vidéo, regardez, ça c'est en tennis de table, j'explique vite fait la situation. En gros, c'est une situation de match où plus le temps du match avance et plus le score du match avance, plus les points marqués valent de l'or. Il y a des chances. Voilà, exactement. Donc vous allez voir. Donc en gros, nous on appelle ça faire bouillir la casserole. Avec Jérôme. Attention, les points comptent double. « 15 secondes, les points contre triple. Point contre triple. Les points... » C'est ça qu'on veut en fait. Vous voyez, ces petits mots-là, là c'est pareil, c'est un jeu qu'on a travaillé avec, en badminton, il y a une opposition, les élèves ont des chasubles de couleurs, et en fait, quand ils arrivent à réussir un point bonus ou à battre un adversaire, ils peuvent en fait gagner un t-shirt de couleur, une chasuble de couleur supérieure en fait. C'est tout bête. Hein. Voilà, 4-3. Kylian est à 1 point de prendre le maillot noir. Changement de maillot. Attention les raquettes, Pierre. Donc, c'est ça que j'essaie de vous expliquer, c'est que, ouais, l'intervention, vous allez juste dire, c'est un malade, il parle, enfin, ces parties-là, revue littérature, promotion de l'activité physique, et en fait, non, notre boulot, finalement, promotion de l'activité physique, bah, c'est ça en fait. C'est des choses simples qu'on va essayer de construire dans la classe pour que ces expériences-là, elles soient intéressantes. Juste, je fais un bémol, mais un bémol, c'est que forcément, les expériences positives des uns peuvent aussi être les expériences négatives des autres. Cela, on s'est focalisé sur eux et sur lui, mais alors lui et ce groupe, ils sont dans le mal, comme on dit. Vous voyez? Donc, il faut être un peu habile pour essayer de faire en sorte que tout le monde puisse les vivre, ces moments-là. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une EPS pour les forts, pour ceux qui n'ont pas besoin de nous, en fait. Vous voyez? On fait une EPS pour tout le monde. Ok? Donc, s'assurer que dans votre manière de faire fonctionner la classe, ils vont la vivre, cette expérience positive. Ok? Que ça va tourner. Ouais. Il y a des travaux, comme ça je fais une parenthèse, qui sont super intéressants. En badminton, c'est mon collègue Olivier Dieu avec un doctorant qui s'appelle Lucien Combet. Là, ils ont publié un article qui est très intéressant, ça s'appelle l'effet gain de match. En gros, ils ont montré que le facteur d'engagement principal chez un élève, c'est gagner un match. En gros, s'il ne gagne pas de match dans sa séance,
l'engagement, c'est ça. C'est bête hein, ce que je vous dis. Mais nous, ça doit nous alerter en disant c'est hyper important en fait que les élèves, au cours de la séance de PS quand on fait du badminton, ils aient vécu l'expérience du gain du match. Parce que moi j'ai en tête des leçons de PS par exemple où on fait la fameuse montante descendante. Vous voyez ce que c'est? Et où le gamin en fait il fait que perdre. On met le coup de sifflet à la fin, il a perdu un petit match. Pas gagné un match. Donc là, on est sûr que les expériences positives, non. Donc comment on fait pour qu'il y ait au moins, on va dire, un ratio d'effet-victoire qui soit à peu près équilibré, quoi. Sans faire de réussite pédagogique. Ok, on doit trouver des solutions pédagogiquement pour le faire. Et je vais vous en donner quelques-unes après. Donc, vous aurez bien compris que l'idée principale, c'est de designer les environnements pratiques. C'est comme ça que je dis. C'est un peu barbare comme nom, mais c'est un design. Vous voyez, il y a eu cette expérience. Vous connaissez cette expérience ou pas? En gros, on a un escalator d'un côté. De l'autre côté, on a des marches forme piano qui font aussi de la musique quand on marche dessus. Et en fait, ils ont montré que les gens prenaient beaucoup plus l'escalier en fait, quand c'était les notes de musique. Alors vous allez dire, c'est hyper éloigné avec le PS. Non, parce que c'est notre job en fait. Nous, on doit créer des marches avec des notes de musique dans nos cours de PS. Pour pas que les gamins ils arrêtent l'activité ou ils ont envie de faire moins d'efforts pendant l'escalator. Donc notre job il est là, c'est-à-dire qu'on doit bien concevoir des environnements qui favorisent en fait l'engagement. Ouais. C'est pour ça que j'ai pris cette photo pour faire ce parallèle. Et donc, il y a des moyens de le faire. Il y a quelques années déjà, il y a deux collègues qui ont travaillé dans le plaisir, qui ont coordonné pendant très longtemps, qui s'appellent Philippe Gagnard et François Laville, qui ont proposé quelque chose d'assez, je ne sais pas si c'est simple, mais en tout cas, c'est fonctionnel, dans le sens opérant quand on est prof de PS. Ils ont une catégorie qui est une catégorie de Bernard Jeu, qui a écrit un livre qui s'appelle Le sport, l'émotion et l'espace. Il dit que les sports sont divisés en trois grandes catégories. L'épreuve, le défi et la rencontre. Ok, ça va jusque-là? Il y a une deuxième classification qui est ici, qui a été inventée par un autre auteur qui s'appelle Gilles Buxual, qui travaille sur un modèle qui s'appelle la conation. Lui, il dit que les sports sont catégorisés en trois dimensions. Les activités de mesure, par exemple l'athlétisme, on mesure des choses, d'accord. Les activités de score, ou les sports co, typiquement, ok, on gagne ou perd. Puis les activités de conformité, comme la gym. Donc eux, ils ont eu cette idée que on allait croiser les deux classifications, celle de Bernard Jeu et celle de Gilles Buxual, et que grâce à ça, on allait inventer des situations d'apprentissage qui développent des émotions chez les élèves. Donc là, je vous ai mis un seul exemple. On prend l'exemple de course de durée. Pourquoi? Parce que c'est de l'activité que les élèves préfèrent, évidemment. Courir, c'est certain que les élèves adorent courir. Pour ça que je me suis dit, c'est sympa comme exemple. Et si on prend la course, qu'on dit, voilà, je veux faire de la course une épreuve avec de la mesure, je vais leur faire une situation qui n'est pas le record de France ou de Belgique. Du 3000 mètres à plus 1. Ça devient ce type de pratique qu'on fait vivre aux élèves. Donc c'est une émotion particulière de le faire de cette manière-là. Je peux aussi le faire vivre complètement différemment. Je fais la rencontre, et en même temps, je veux créer une activité de conformité. Là, je vais faire une course en peloton à une vitesse de course choisie à l'avance. Je vous mets à 3, et je vous dis, voilà, on doit tenir 6 minutes à 12 km/h. Donc, vous voyez, l'idée, c'est que pour chaque activité, on peut reprendre ce tableau et faire vivre des situations qui, émotionnellement, ne vont pas générer les mêmes choses. Et à la fin d'une séquence pédagogique, d'un enchaînement de leçons, bon, on peut avoir vécu plein de situations différentes. Pourquoi? Déjà, pour surprendre les élèves, d'un point de vue émotionnel. Ils n'ont pas l'impression de courir toujours de la même manière. Ok? Donc, il y a l'aspect nouveauté, il y a l'aspect challenge, il y a l'aspect défi, il y a l'aspect collectif qui va rentrer en ligne de compte. Et la deuxième situation,
c'est justement cette situation du buzzer beater. Alors nous, on aime bien la faire de plein de manières différentes en fait. Donc là, vous avez entendu, il y a les copains qui sont sur les côtés, qui ont le décompte à faire en fait. Ok, donc 8, 7, 6, enfin, on aménage les règles, hein, on ne fait pas 24 secondes, on ne fait pas fin. Parce qu'on n'a pas les officielles tables de marque traditionnelles, donc on s'arrange, c'est un cours d'éducation physique, pour qu'ils vivent cette situation-là. Et en fait, par exemple, si on donne 14 secondes, moi je fais un truc hyper simple avec eux. Je leur dis, bon ben voilà, on décompte quand ils ont passé la ligne du milieu de terrain, ceux qui sont à côté décomptent à partir de 14. Si vous marquez un panier entre la 14e seconde et la 9e seconde, d'accord, ça, c'est un point. Si vous marquez un panier entre la 9e seconde et la 3e seconde, ça, c'est 2 points. Et si vous marquez un panier entre la 2e seconde et le buzz, ça, c'est 10. Vous voyez, et ça décompte. En fait, c'est hyper simple. Et en fait, à chaque fois qu'ils passent le milieu de terrain, bah, on a cette situation potentielle de buzzer beater. Alors après, on peut aménager plein d'autres règles, dans quelle zone on doit marquer, quel joueur doit marquer. Enfin, après, c'est des paramètres. Je vous laisse décider de ce que vous avez envie de faire avec vos élèves. Mais c'est le principe en fait qu'il faut retenir. Et dans chaque activité physique et sportive, là je prends l'exemple du basket, c'est peut-être un peu facile, mais il y a des leviers en fait de ce type-là. Quand on regarde, par exemple, en athlée, moi il y avait un truc que j'adorais faire avec les élèves. Qu'est-ce qui se passe au dernier tour de piste quand on fait du demi-fond? Qu'est-ce qui se passe? Mettez-vous en tête, je vais voir il y a des athlètes qui courent à la télé. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a la cloche. Ok? Bah ça, c'est génial. Moi, je me suis acheté une cloche quand j'étais en PS. Je faisais athlète avec les élèves. Et en fait, j'ai fait le jeu de la cloche. J'ai inventé un jeu avec la cloche. En gros, l'idée, c'était quand la cloche retentit, là, pendant 10 secondes, tu dois doubler le maximum de camarades qui se situent devant toi sur la piste. Vous voyez? Et c'était aléatoire, je ne savais pas quand ça allait se produire, par exemple. Non, mais. Alors, moi, au début, j'ai fait ça, franchement, pour déconner. Et en fait, je me suis dit, ça marche, quoi. C'est un truc de dingue. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a cette notion d'aléatoire, il y a cette notion de nouveauté, il y a l'idée qu'en fait, je ne cours pas tout le temps à fond, ça ressemble un peu à du fartlek, quoi, si vous voulez. On leur demande de courir lentement, puis à un moment donné, on leur demande d'accélérer. Et il n'y a pas la dimension de comparaison, il n'y a pas la dimension de tenir une vitesse. Après, en fait, à rebours, j'ai fait l'analyse de ce truc-là en me disant, mais en fait, si, il y a plein d'éléments qui sont concordants pour dire, ce jeu de la cloche, en fait, il fonctionne. Et après, je fais encore une dizaine de minutes. Tu me dis, hein, parce que sinon je peux le dérouler pour encore une heure. Il y a le choix des savoirs et il y a comment on design les environnements. Alors là, je vais vous montrer un truc, c'est. Donc ça doit être en 2000, il y a 10 ans à peu près. J'étais avec des élèves de 6e, première année de secondaire, donc 11 ans, en gym. C'était pas si éloigné que ça des parcours parfois. Où l'idée, c'est en gros, je me suis dit, ok, j'arrive au collège, désolé, je vais froisser personne. Et puis en fait, j'avais une collègue assez expérimentée, assez ancienne, qui était spécialiste de gymnastique, mais qui était un peu sur le gym à l'ancienne. Donc poutre, barre symétrique, etc. D'ailleurs, c'était un enfer parce qu'il fallait sortir les agrès avec 30 élèves de 6e. Le cours durait 1h30, mais en fait, ils pratiquaient 30 minutes. C'était un calvaire. Donc au bout d'une séance, j'ai fait, j'arrête. Et là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je veux faire avec eux? Bah, moi, je veux faire de l'acrobatie. Okay. Et j'ai des plinks, des mini-crampes, etc. Alors je me suis dit, ok, l'acrobatie c'est bien, mais je veux qu'ils aient l'idée d'enchaîner quelque chose. Parce que pour moi, la gym, il y a quand même un truc qui est fondamental dans la gym, c'est qu'il faut faire au moins deux figures pour que ça devienne de la gym. 2 figures ensemble. C'est un peu l'ADN de la gymnastique. C'est comme si on faisait jamais de match au basket, si tu veux, quand on pratique, si on faisait que des shoots.
c'est pas du basket. Et si on fait que des figures isolées, c'est pas de la gymnastique. Et donc, j'ai dit, ok, donc je vais faire plusieurs verbes d'action, voler, tourner, se renverser, mais à chaque fois, je veux qu'il y ait un enchaînement avec la possibilité de partir vers l'avant, etc. Encore une fois, je vous avoue, parfois, on me percevait un peu comme quelqu'un d'un peu loufoque, parce que je me disais, non, je veux tester un truc, et puis voilà, la nouveauté, ça fait parfois un petit peu rire. Et donc, voilà. Donc là, l'idée, c'est que les élèves, dans le volet, peuvent faire plein de choses, si vous voulez. Ils peuvent s'éclater sur tous les modules, mais à chaque fois, l'idée qu'il y a derrière, c'est que je ne peux pas me réceptionner sur les deux pieds en faisant un plan d'arrêt. Je dois obligatoirement basculer vers l'avant, et donc rentrer la tête, tu vois, pour avoir cette idée de réchappe ou de rotation qui commence à s'enclencher. Et en fait, il ne voulait plus arrêter. Enfin, au bout de quelques séances, quand les séances s'arrêtaient, c'était la folie. Donc, ça veut dire qu'aussi, pourquoi je vous dis ça? Ça, c'est un levier. C'est-à-dire que les choix d'aménagement, d'environnement qu'on leur propose, c'est ultra important. Moi, j'ai des collègues qui bossent aussi en basket. On fait, vous allez voir à la fin, je vais essayer d'aller vite, mais on fait des interviews avec les élèves. Et dans ces interviews, on les a interviewés sur des situations en basket où on fait du jeu en 2 contre 1. Vous voyez, le truc classique. Avec 10 tentatives de suite. Vous voyez, on est à 2 contre 1. Et puis on fait des stats, en gros, combien de fois t'as réussi à marquer, etc. Et en fait, ça, les élèves, ils nous ont dit que c'était nul à chier. En gros, ils l'ont pas dit comme ça parce que les enseignants, mais c'est ça. Et donc, il y a un truc, par exemple, qui nous a questionné, du coup, c'est. Ça part d'un bon sentiment, en fait, de faire du 2 contre 1 parce qu'on veut travailler fixation, plein d'éléments, en fait, qui sont pas inintéressants dans l'activité. Mais en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est jouer en continu. Ils veulent du jeu en continu. C'est-à-dire ce truc de réversibilité des rôles et que ça aille d'un panier à l'autre, pour eux, c'est ultra important pour qu'ils kiffent à faire de l'activité sportive. Donc, vous voyez, on essaie aussi de comprendre quels sont les éléments qui freinent et quels sont les éléments qui sont favorables à faire de l'activité. Et eux, typiquement, quand je leur ai demandé après, ils m'ont dit bah ouais, quand même, en gros, c'est quand même mieux que de faire 5 passages avec un juge et où je dois marcher sur une poutre puis sauter à la fin. Donc il y a ce côté-là. Et après, la deuxième vidéo, c'est un projet que j'ai monté avec un enseignant stagiaire, d'accord, donc en France, 2e année de master, futur prof de PS. Et puis un collègue, prof de PS dans ce collège. Donc c'est un travail entre un formateur enseignant, chercheur, un stagiaire et un prof. Et donc là, on s'est dit, ok, course de haie, comment on fait pour faire de la course de haie dans un collège avec des élèves de 4e, donc 13 ans. Beau défi. Donc on y va et on se dit, il faut que le truc ce soit hyper fun, mais surtout qu'ils apprennent à franchir et qu'ils aient plus peur de la haie. Et on s'est dit, ok, alors on va inventer une fausse haie. C'est une vraie haie, mais différente. Une haie éducative, d'accord, qu'on a pris. On est allé chez Laurent Merlin, conseil de bricolage. On a fixé des coudes de PVC avec un tube qui est coupé en son centre et qui s'ouvre en fait comme des portes de salle. On s'est dit, allez, go! On va essayer. Pourquoi? Alors ça part d'une idée assez simple, c'est que les élèves, vous voyez, les débutants, souvent, ils bondissent au-dessus de la haie, parce qu'ils ont peur de la haie. Pour eux, la haie, c'est un élément dangereux, c'est presque un ennemi, quoi. C'est pour ça qu'on a ce bond aussi haut. Et du coup, nous, on s'est dit, il faut créer un rapport affectif positif au matériel. Il ne faut plus qu'ils aient peur du matériel, il faut qu'ils défoncent le matériel. Donc on
appelait ça les et ça cartonne. Les et ça cartonne. Et là, bah, le début de la séquence, c'est OK, on est sur la ligne de départ, et le premier qui gagne la course, c'est celui qui défonce la haie et qui ouvre la haie avec son bassin. Et on est parti de ça en fait, avec les élèves. Et ça a marché du feu de Dieu. On s'est dit, ouais, c'est incroyable en fait. Et même, vous voyez, vous allez voir, il y a des filles dans la classe, parce qu'en France, on travaille en mixité, en permanence, de la première année de secondaire jusqu'à la terminale, au baccalauréat, c'est tout le monde en mixité tout le temps. Et donc, bah, on a aussi des jeunes filles dans la classe, mais aussi des garçons, mais particulièrement jeunes filles, c'est pas des sportifs, quoi. Bah, tout le monde s'est engagé dans l'activité. Et donc, il y a cette haie, on l'a fait après évoluer. Elle est évolutive. Donc, elle accompagne l'évolution, les progrès des élèves. Donc là, au début, c'est on l'ouvre comme ça, avec les hanches, pour gagner la course. Et si j'ai un décalage, et que j'ai un décalage avec celui qui était à côté de moi, ça veut dire que je l'ai battu et je suis arrivé 1 mètre avant, vous voyez là, tous les petits coups que vous avez là. D'accord? Et bien en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reporter la distance du plomb par laquelle j'ai perdu au départ. Ça veut dire qu'en gros, si j'ai gagné avec 1 mètre d'avance, à la prochaine, je pars avec 1 mètre de retard par rapport à l'autre. Et du coup, il y a toujours la possibilité de gagner en fait. Toujours. Il faut qu'il y ait ça. Et il n'y a jamais de chrono dans ce qu'on fait. Ça, c'est aussi un truc qu'on voulait. On ne voulait pas de chrono. Parce que les élèves ont du mal à chronométrer. Puis moi, ça me gave aussi de chronométrer. Donc, je ne voulais pas qu'il y ait de chrono parce que le chrono, c'est un des éléments qui freine la pratique et l'envie de pratiquer chez les élèves. Ils n'aiment pas trop, vous savez, chronométrer, tenir des fiches. Voilà. Et deuxième étape, c'est OK, je gagne, mais je dois gagner en ouvrant la haie avec la jambe avant. Donc je dois venir taper dans la haie, je cours, et je gagne si je viens vraiment ouvrir la haie et je viens pousser avec mon pied. Et là, on commence à être dans des comportements qui sont ultra intéressants, parce qu'il y en a qui vont se rapprocher à fond de la haie, tu vois, ils vont se rapprocher pour faire ça. En fait, c'est pas du tout la bonne stratégie, parce que si tu fais ça, tu perds en fait. Et il y en a qui vont commencer à s'éloigner et à faire un bondissement pour aller vraiment allonger leur jambe. Et là, on est dans des comportements de burger, en fait. C'est ça qu'on veut faire, de tiers à tiers. Vous avez tous fait ça en formation, de tiers avant la haie, un tiers après la haie, après. Mais sauf que si vous arrivez avec vos gros abdos qui vous disent aux événements, il y a une rivière, tu la franchis pas la rivière, et c'est 2 tiers, 1 tiers, je te le dis, sinon, non, ça marche pas. Ok, donc nous, on a fait ça, et en fait, c'est notre situation qui crée le comportement. C'est pas l'inverse. C'est la situation qui crée le comportement. Et dernière étape, on a fait une petite encoche sur le tube PVC. On a mis une carte. Alors on a essayé avec des cartes Pokémon, on a essayé aussi avec des cartes où on devait mettre le nom de leur adversaire à abattre. Alors, on s'est amusé, un truc comme ça. Et donc bah, l'idée c'est d'abattre la carte. Ok, je gagne si j'abatte la carte. Et dernière étape, on a mis des grands ronds anti-dérapants en réception de haie. Et là, l'idée c'est que je gagne, d'accord? Mais si je pose en premier mon pied, d'accord? Donc je suis là, ok? Et donc si j'ai posé mon pied en premier sur cette bande antidérapante, là je gagne la course. Donc vous voyez, alors je vous renvoie, il y a un article qui a été écrit par moi et puis des collègues, ça s'appelle Les dés, ça cartonne. Si vous avez envie d'aller lire, et puis moi je peux développer encore, bah, allez-y. Moi c'est un des trucs qui ces 3 dernières années m'ont vraiment fait kiffer en fait ce projet-là. M'a vraiment intéressé. Donc on va le regarder un peu au ralenti parce que on a filmé les élèves au ralenti. Voilà, ok. Quand elle tape, ça fait ça. Donc vous voyez, ce système-là, c'est encore une fois, je pense que c'est pas un truc hyper compliqué en fait. C'est comme échanger les chasubles, c'est pas des trucs. Avec des idées simples, on peut faire des choses sympas, je pense. Voilà. Alors, juste. Et puis après, je vais pas faire. Ouais, il est déjà 9h, donc j'ai pas envie de. 1 heure, c'est bien déjà. Après, j'irai à la conclusion. Juste, je vous montre un truc, c'est.
Donc ça, c'est pas moi, c'est mon collègue Jérôme Mignot avec qui je travaille énormément. Il a monté un gros projet qui s'appelle l'opération Cousteau. Donc lui, il travaillait dans un collège en baie de Saint-Brieuc, et donc, c'est le collier de perles dont je vous parlais tout à l'heure. Comment je fais vivre des expériences marquantes dans mes cours de PS, donc là en l'occurrence à la piscine, et comment derrière ces expériences que j'accumule en éducation physique, je les transfère dans un environnement qui va être exceptionnel. Donc c'est ça, de l'expérience marquante, vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, jusqu'à l'expérience mémorable. Pas de pied par terre, ouais. Ah, essaie de pas mettre les pieds au fond. Tu viens avec moi? Regardez ce qu'il y a autour de vous déjà. Regardez l'environnement. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, on va longer les cailloux et je vais essayer. Il y avait des poissons là-dessous. Tu vois, monsieur, tu vois, il y a des beaux poissons. Donc vous voyez, je dis pas que voilà, tout le monde peut pas aller en baie de Saint-Brieuc pour aller pêcher les araignées de mer, mais voilà, j'essaie de vous montrer. Mon idée, c'est vraiment d'essayer de vous faire comprendre qu'il n'y a pas une bonne manière de faire, il y a plein de leviers différents dans le cours de PS, mais aussi à travers des projets intéressants avec les élèves. Et pour réussir à faire ça, et là je vais aller très 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 vite, alors, nous on a développé un truc qui est très très particulier, mais moi c'est ce qui m'a fait le plus progresser professionnellement ces 5 dernières années. Parce que même si voilà, on commence à connaître notre métier, c'est un métier tellement incroyable et tellement compliqué qu'on peut en apprendre tous les jours en réalité. Et on peut progresser, je pense, tout au long de sa carrière. Donc, vu que vous avez bien compris que notre prisme, c'est OK, faire vivre des expériences aux élèves, des expériences marquantes, laisser des traces positives, nous, ce qui nous intéresse, c'est du coup identifier quels sont les freins et les leviers quand les élèves vivent nos leçons de PS. Ça veut dire s'intéresser, en tant que prof de PS, ça veut dire s'intéresser à l'expérience que vit l'élève. S'intéresser à lui et à son expérience singulière. Parce qu'on a tous ce truc de on sort d'un cours, on se dit c'était bien. Bon cours. Et finalement, nous c'est notre perception à nous, mais est-ce qu'on a eu la perception des élèves de ce cours-là? Pas. On l'a pas si on n'a pas fait la démarche en fait. Alors parfois, on a des petits mots moins informels. Les temps de trajet, enfin des choses comme ça où là il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui. Mais nous ce qu'on a essayé de faire c'est organiser ces mots, les structurer pour recueillir, sans que ce soit une usine à gaz, ce que ressentent les élèves et pourquoi ils ont été freinés ou alors ça a été favorable pour eux. Donc on a fait un premier truc, ça s'appelle les cibles du plaisir. Quand on est dans le gymnase, on fait au tableau, on fait un grand cercle comme une cible, ok, on fait au centre plus 5,
et à l'extérieur, 0, ou on peut même mettre du négatif. Et on dit aux élèves, à la fin de la leçon de PS, vous venez mettre une croix entre le plus 5 et le moins 5, et à côté, vous avez le droit de marquer pourquoi c'était plus 5, pourquoi c'était moins 5. Ah, en quelques mots, il ne faut pas que ce soit un roman le truc, d'accord? Donc moi je le fais, j'ai fait demain, j'ai 10 Véleda, je suis au tableau Véleda, tac. Et vous voyez par exemple la situation du buzzer beater, au début je faisais, je sais plus, je crois 18 secondes, un truc comme ça. Et il y a plusieurs élèves qui ont mis une croix pas dans le négatif mais dans le neutre, et ils ont marqué trop long. En gros, 18 secondes c'était trop long. Donc là, je me suis dit, ah ok. Donc, c'est pas la situation qui va pas, c'est simplement que le temps, il leur paraît trop long pour arriver à un tir qui buzz. Donc j'ai réduit. Vous voyez, j'ai ajusté la situation en fait. Donc c'est un outil qui permet, en fait, c'est un outil didactique. Ça permet de recueillir l'expérience des élèves, mais nous, en tant que prof, derrière, ça nous permet d'ajuster un certain nombre d'éléments de notre leçon. Un atelier qui n'a pas fonctionné, enfin voilà. J'ai pas gagné un match, moins 5. J'ai pas gagné un match, tout perdu. Ok? Vous voyez? Donc on peut réajuster. Donc il y a les cibles du plaisir qui fonctionnent comme ça. Il y a des marqueurs. Donc nous on a 3 marqueurs, un rouge, un orange, un vert. Et en gros, quand on fait des matchs, par exemple en badminton avec des logiques de score qui se cumulent, en fait à la fin on leur dit quand est-ce que tu as eu du plaisir, quand est-ce que tu n'as pas eu de plaisir, et mets du rouge quand ça a été très négatif, et mets du vert, et on met en nous aussi certaines émotions, et on se rend compte que parfois, il n'y a pas forcément tout le temps de corrélation entre les points que je marque et les émotions que j'ai vécues. C'est plutôt le scénario en fait qui les impacte. Et puis, un truc, c'est un collègue Loïc qui fait ça, lui, il a fait une sorte de photomaton dans le gymnase. C'est des photomatons simples. Hein. Donc en gros, c'est un dictaphone, c'est une tablette dictaphone avec le mode dictaphone. Et en gros, les élèves à la sortie du cours, de manière libre, ils peuvent aller s'enregistrer un petit dictaphone de quelques secondes pour exprimer en fait le ressenti à la fin du cours. Alors bien sûr, c'est réglé, hein. C'est pas c'est-à-dire ouais, machin, enfin pas d'insultes, etc. Il y a un cadrage, ça reste un cours. Hein. Et nous, ce qu'on aime bien faire, c'est aussi du coup les interviews en direct. Donc là, c'est une situation qui s'appelle la descente infernale, en cours d'orientation. En gros, il y a un moment donné, ils arrivent sur le trajet qu'on leur a proposé, ils arrivent en haut d'une butte. En bas, il y a une balise à aller chercher, mais c'est bien raide. D'accord? Alors avant, on leur a fait vivre, pour la sécurité évidemment, cette descente au ralenti. On leur a aussi montré qu'on pouvait se freiner en s'appuyant un petit peu sur les arbres. Enfin, on leur fait vivre aussi des expériences nature et corporelles qui sont quand même intéressantes. Et en fait, on a recueilli, suite à cette situation, les paroles d'élèves. Alors, j'espère que ça va marcher. Sur l'expérience, au cours de l'expérience, à combien vous situez entre moi 7 et plus 7? Plus 7. Plus 7. Top. Ah ouais. Vous voyez, ça veut dire voilà, plus. Ok, très bien. Donc là, on peut dire, ce dispositif-là, en fait, on va le garder, parce qu'il m'a l'air sympa. Ils n'ont pas dit on a eu peur ou je ne sais quoi. Par contre, la descente infernale, j'ai T'étais sur une piste de ski. Ah ouais, j'étais en train de crier, j'étais contente. Ouais, j'ai cru que j'étais sur une piste de ski, j'ai cru que j'étais contente, etc. En fait, ça, c'est des éléments qui sont des marqueurs. Et on se dit, ok, donc on leur fait vivre plusieurs situations de ce type-là. Alors Jérôme, il adore faire ça pour l'orientation aussi. Il leur fait vivre des trucs, par exemple, à un moment donné, il leur demande de s'allonger carrément dans les feuilles. Enfin bref, il a des idées un peu baroques de temps en temps. Mais c'est ce que je disais, c'est... En fait, je pense qu'avoir décidé comme ça, moi, je kiffe mon métier pour ça, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, je suis ingénieur de mon cours, je fais ce que je veux, dans la limite de la responsabilité qu'on a vis-à-vis des élèves et de leur intégrité physique, évidemment. Mais voilà, on a un boulot de dingue, en fait, parce qu'on est des ingénieurs de nos cours. Et puis, dernier... Curseur entre moi 7 et plus 7, je le passerai sans me faire influencer. Tout de suite là, ce qui me fait. Moins 5. Moins 2. Donc ça, pourquoi? Moi, je pense que si j'avais été tout seul, ça aurait été horrible parce que je pense que j'aurais paniqué.
pleurer et tout, mais quand il y avait Maëlys, ça allait mieux. Bon, on pouvait parce qu'on pouvait, donc ça allait mieux, mais sinon tout seul, ça aurait été horrible. Donc là, c'est super intéressant parce que vous voyez, là, je ne montre pas que les gamins qui ont dit plus 7 et machin, hein, ok, sinon c'est l'autoglorification du truc qu'on a fait. Non, il y en a aussi qui disent ah non, moi, j'ai flippé, quoi. J'ai eu peur, moins 5. Et là, on se rend compte que du coup, peut-être que l'ajustement qu'on va avoir, c'est avant de s'engager dans la descente infernale, il faut peut-être qu'il y ait un truc dans le dispositif qui accompagne un peu les élèves qui ont peur en fait de s'engager. Donc là, en l'occurrence, un partenaire qui les aide, ou alors un système qui va les aider en fait à contrôler un peu plus la vitesse dans la descente. Et ça, c'est peut-être des trucs que vous avez décidé de tous ressentis, au ski par exemple. Je ne sais pas à quel niveau vous avez dans ces activités-là, mais il y a certaines pistes où tu te dis waouh, là j'y vais, mais j'emmène pas large. Ton expérience. Et je vous remercie pour votre écoute.